Surpris par la nuit. Jean-Pierre Bouixou. De la pisse dans le bénitier. Par Yves-Marie Mahé. Bon ben voilà, alors on va commencer pour que les gens comprennent bien ce qui va se passer. Bon, on va se déshabiller. Messieurs vont commencer à déshabiller les dames. En moteur. Je suis pas tellement d'accord. Non, non, si, mon vieux, si. Puis marrez-vous un petit peu. Non, c'est moi, je veux bien, mais enfin, je veux pas, au contraire. Les cachets. Doublés. Ah, cachets sont doublés, ok. Mais je voulais du mettre autre chose, moi. Vous allez vous mettre comme ça. Là. Vous parlez pas à la caméra, c'est là. Hein. Et puis, ben vous déshabillez. Oh, il n'en est pas question. Pourquoi? Moi, je fais du cinéma sérieux, moi. Tous les grands acteurs se déshabillent maintenant. Merde, les mœurs sont évoluées. Oh, moi, j'ai jamais vu Gary Cooper à poil dans un film. Gary Cooper, chez Méliès Campion, ce que t'es pas à poil. Bon, t'as jamais vu de Fellini peut-être? On se met à poil dans Fellini. C'est sérieux Fellini, c'est culturel Fellini. Justement, j'aimerais bien tourner avec lui un petit peu, ça me changerait. Ah parce que moi c'est de la merde. Non, j'ai pas dit ça, mais enfin quand même... Non, ça suffit, tu te fous à poil. Je suis marié moi. Tu te fous à poil, tu la fous à poil, et puis on parle plus. Ça suffit comme ça à la fin, il y en a marre des acteurs. Allez à poil. Jean-Pierre Bouixou, alias Georges Le Gloupier, alias Claude Raza, alias Jérôme Fandor, cinéaste, écrivain, entarteur, journaliste, situationniste, critique, chanteur, anarchiste. C'est un redoutable polémiste qui s'est d'ailleurs fait, au cours des décennies, un certain nombre d'ennemis, puisqu'il n'a jamais, Laurent Cholet. Effectivement manqué de clamer haut et fort ce qu'il pensait de tel ou tel, que ce soit un courant, un artiste, un cinéaste, un écrivain. Les cinéphiles, en règle générale, me cassent les couilles. Les gens qui sont tous les soirs à la cinémathèque, qui sont prêts à ne pas vivre leur vie pour avoir vu tous les films, je trouve ça d'une tristesse infinie. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des momies. Merde, je place la vraie vie bien au-delà du cinéma. Aucun film ne passe avant le plaisir d'une soirée amoureuse, d'une soirée avec des amis. Merde, un film, ça se rattrape plus tard ou pas. On n'en aura pas si on l'a pas vu. Les cinéphiles maniaques j'en ai connu qui avaient des listes de films à voir, trucs qu'ils n'avaient pas encore vus et qui les cochaient au fur et à mesure. Mais quelle tristesse. Il y a plein de films célèbres que je n'ai pas vus, je verrai peut-être jamais, et j'en meurs pas. Non, c'est casse-couille. Lorsque tes petits pieds me frappent la figure, je prends le mien de pied et tu as faire allure. Et je préfère encore que de tes ongles fins, tu lacères mon corps et déchires mon sein.
dès le début des années 60, il y a eu cette activité de prosélyte qui consistait à la fois à créer et à défendre les créations d'autres, qui d'ailleurs que ces créations aient pu être d'ailleurs antérieure, voire largement antérieure à son époque, ou au contraire contemporaine de la sienne. Ce qui l'a amené évidemment à la fois, comme je le disais, écrire sur les autres, à défendre des courants, à défendre des entre guillemets des manières d'appréhender le graphisme, la littérature, le cinéma, bon, et puis à le pratiquer lui-même, c'est-à-dire par exemple, pour prendre un exemple précis, à la fois à réaliser des films expérimentaux et en même temps à organiser avec Philippe Bordier et quelques autres les projections en France, les premières projections en France d'ailleurs, des films de cinéastes underground américains comme Kenneth Anger, comme Jonas Mekas, comme les frères Kuchar, etc. C'est eux les premiers qui effectivement ont récupéré donc tout simplement d'ailleurs des copies de ces films et qui ont sillonné les routes de France et de Navarre pour aller les projeter ça et là, encore une fois à une époque où aucun de ces films n'était visible en France, donc c'était des choses comme ça un peu légendaires. Bon, on savait que à New York et dans 2 ou 3 autres endroits on pouvait voir des films faits avec de la pellicule, la plupart du temps volée, sur lequel il y avait parfois, je ne sais, des images abstraites, des corps nus, des films muets ou pas, en couleur ou pas, enfin en tous les cas qui ne répondaient à aucun canon de l'esthétique dominante. Et le mot d'ordre à l'époque, c'était si tu as envie de faire du cinéma, fais-le. Voilà, débrouille-toi, emprunte la caméra, vole-la, fais-toi passer de la péloche, pique-la. Bon. Et donc tout naturellement un jour dans un ciné-club. Philippe Bordier. Qui était très marginal, puisque c'était le ciné-club anarchiste de Bordeaux, où pratiquement il n'y avait que des Espagnols qui avaient fui le franquisme, qui fréquentaient ce ciné-club. Et on m'avait demandé de présenter un film. Et Jean-Pierre Mouissou, qui habitait ce quartier, qui était le vieux quartier de Bordeaux, où moi j'étais étudiant, avait dû se méfier de cette espèce d'étudiants bien propres, bien habillés, qui venaient présenter un film. Seulement, mon discours n'était pas du tout ce qu'était mon image. Et tout de suite, nous avons sympathisé. Et à lui qui était prono, n'ayant pas fait d'études, moi faisant des études, on s'est rendu compte que nous avions à peu près les mêmes centres d'intérêt. Mais on n'avait pas 20 ans à l'époque. Et je veux dire, c'était le surréalisme, c'était la peinture, c'était le jazz, c'était bien entendu le cinématographe. Et c'est de cette façon que nous avons tout de suite commencé à essayer de travailler ensemble. J'avais même un projet de revue qui s'appelait Golem. Il y a eu un numéro 0 et on n'a jamais trouvé le financement. N'oubliez pas qu'on est en pleine de France gaulliste, c'est-à-dire vraiment très très censuré d'abord et avec disons assez peu d'idées, en tout cas assez peu de possibilités pour les jeunes gens de pouvoir exprimer leurs idées. Il faudra attendre un peu plus tard, puisqu'en fait 68 est né justement de toutes ces frustrations accumulées depuis 62, 63, 64. Là, on est en train de parler de gens qui ont tourné sans aucune autorisation, en se foutant totalement d'avoir une carte du CNC, en ne déclarant jamais leurs films, en ne les montrant encore moins évidemment à la commission de censure, etc., etc. Donc on est tout à fait dans autre chose. On est dans un mouvement qui est totalement subversif.
jour, je suis tombé sur une petite plaquette sur un peintre que je ne connaissais absolument pas, Pierre Molinier. Et je suis tombé immédiatement amoureux des œuvres de Molinier. Essentiellement des peintures d'ailleurs, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas encore, ou très mal, très peu, le travail photographique, les photomontages. Lorsque j'ai décidé de faire mon tout premier court-métrage, Ça t'embouche un coin, il n'y avait qu'une chose dont j'étais sûr, c'est que ça ne serait pas pour différentes raisons. D'abord par choix esthétique, par choix éthique, mais également par nécessité économique, ça ne serait pas un film narratif. Donc il s'agissait de filmer des instants de vie, de filmer la vie autour de moi, de filmer les gens que je préférais, de filmer les images qui me séduisaient le plus. Et il était impensable de ne pas aller filmer Molinier. Je possédais un disque de musique classique, où il y avait notamment la danse macabre de Saint-Saëns, joué de façon kitschissime par un monsieur qui s'appelait Georges Montalban, qui jouait de l'orgue, qui était accompagné uniquement de percussions. Et dans le genre frappadingue, j'avais rarement entendu quelque chose de plus saugrenu que ça. Ça faisait référence un petit peu aux musiques de fêtes foraines, de cirque. Ça donnait une distanciation aux images. Et j'ai instantanément pensé à cette musique dès que j'ai commencé non pas à filmer, mais à monter le film. Toujours avec sans le matériel adéquat, c'est-à-dire monter avec une lame de rasoir pour couper la pellicule, une loupiote devant moi pour regarder la pellicule par transparence, sans l'avoir préalablement vue projetée. Et puis un rouleau de scotch, et puis une bonne réserve de hashish, et quelques nuits de délire. Les réactions du public lors des projections à l'époque de Ça t'embouche en coin et de graffiti, surtout des graffitis, étaient généralement très négatives et très violentes. Pour Ça t'embouche en coin, d'abord ça choquait beaucoup les gens, ce monsieur ou cette dame, on ne savait pas trop, travesti, qui se livrait à des mouvements très lents, très hiératiques, avec une dame. Mais sur les 12 minutes initiales, il n'y avait que à peu près 2 minutes et demie, 3 minutes avec Molinier, répartis pendant pratiquement tout le film, sauf la dernière partie. Ces images-là, ces séquences-là sont tellement fortes que la plupart des gens sont persuadés que Molinier est présent pendant pratiquement tout le film, qu'on voit essentiellement, qu'on le voit lui essentiellement, ce qui est loin d'être le cas. Il y avait une fille nue dont on voyait les poils pubiens à l'époque, qui disait poils pubiens, disait pornographie. Il y avait aussi un plan où on apercevait la quéquette d'un jeune type. Et faut pas oublier que les années gaulliennes en France ont été des années. C'était encore l'héritage pétainiste qui était là.
c'était d'une pudimanderie absolument hallucinante, on n'a plus d'idée aujourd'hui. Et apercevoir un poil du cul, ça faisait assimiler quoi que ce soit de la pornographie. Donc ça choquait beaucoup. Et en plus j'avais filmé une petite fille, pas du tout le même jour, pas du tout le même endroit. J'avais intégré des plans brefs de la petite fille pendant les séquences avec Pierre Molinier, et des gens qui venaient de voir le film venaient me prendre à partie en me disant que je leur ai montré quelque chose de scandaleux, cette petite fille qui faisait des fellations, un vieux monsieur travesti. Enfin, vous êtes fou, la petite fille ne fait pas du tout de fellation, elle regarde simplement, et elle n'est pas du tout d'ailleurs dans le même décor ni rien. Et les gens hurlaient en me disant, mais enfin, nous venons de voir le film, nous avons bien vu les fellations. C'est quand même chose que les gens arrivent à voir de façon subjective. Et puis il y avait une femme nue qui se roulait, qui roulait par terre pendant qu'un liquide rouge ruisselait sur elle. C'était du vin. Et dans mon esprit, c'était quelque chose d'assez dionysiaque. Les gens, évidemment, ils voyaient du sang. Et ça aussi, ça choquait. L'usage fait de la mort, et de la mort qui n'était pas toujours représentée par sa simple image. Il y avait quelques vrais cadavres naturalisés, ça se voit que ce sont Doré Macabé. Ça aussi, ça défrisait assez le public. Graffiti. « 8 février 2004, cinéma L'Écran à Saint-Denis, festival, est-ce ainsi que les hommes vivent ?» En deux mots, c'est un film typiquement 68 art. C'est sans doute le film le moins cher de l'histoire du cinéma, il n'a rien coûté. Je venais de faire un premier film avec très peu de moyens, et là j'en avais plus du tout, j'avais pas de quoi acheter de pellicule, j'avais pas de quoi une caméra, que dalle, donc j'ai décidé de faire un film sans caméra, avec de la pellicule récupérée, avec des chutes que des copains avaient, avec des bandes, des amorces, des bouts de péloche récupérées dans les poubelles de la télé. Et j'ai fait des graffitis dessus. C'est un film destiné à faire chier le public, c'est un film agressif, c'est un film politiquement très incorrect. Et ça marchait très fort d'ailleurs, il y a des projections qui se terminent en Pichila. Et j'avais collé, alors ça vous ne verrez pas, ça a disparu. J'ai commencé à faire ce film très exactement en avril 1968, si vous dire si vraiment il est 68 art, et la réalisation s'est continuée pendant plus ou moins un an, comme ça, dès que je récupérais un petit bout de pellicule à graffiter, et j'avais collé sur le 16 mm de la pellicule 8 mm de documentaires naturistes ou culturistes complètement débiles que j'avais récupéré, que j'avais même graffité, collé dessus. Alors chaque projection, ça passait très mal dans les appareils de projection, dans les projos. C'était happé, c'était bouffé, c'était déchiré. Donc à chaque fois, il y avait un bout de pellicule qui disparaissait, le film raccourcissait, j'en foutais parce que je le rallongeais le lendemain, en regraffitant, ainsi de suite. Chose qui revient comme un leitmotiv pendant pratiquement tout le film, c'est film vomi, film vomi, film vomi, film vomi, film vomi, film vomi. Parce que c'est vrai que ce film était beaucoup plus une vomissure à la face du système et d'un concept policé du beau cinéma qu'une tentative d'œuvre d'art.
film, il est fait de peinture sur pellicule et de graffiti Nicole Brenez. très traditionnels, c'est-à-dire des motifs donc qu'on trouve habituellement sur les murs, comme il dit lui-même, des bites, des chattes, des culs, des cons. Et puis toutes sortes d'insultes, donc vive l'anarchie, mort aux flics, etc. Et on y trouve aussi quelques slogans qui font hurler de rire les spectateurs qui les découvrent, en particulier à la Cinémathèque française, comme par exemple ce film n'est pas un hommage dédié à André Bazin, alors qu'André Bazin, bien sûr, c'est notre figure de référence à tous, c'est vraiment une figure sainte, martyre et vénérée toujours. La longueur était très variable, et puis la bande-son était variable aussi. La bande-son originale, c'était séparé, hein, c'était pas du tout du son optique, c'était une bande magnétique qui passait en même temps. Et la bande-son a été paumée, donc c'est celle que vous allez entendre, c'est la dernière en date. Alors, donc effectivement, quand le film cassait, comme ça foutait le bordel dans les salles, le film était reçu avec violence souvent. Et j'avais décidé que ces introductions faisaient partie du film, et que quand ça cassait, on ne rallumait pas la salle, on laissait la musique courir, on réparait la pellicule comme on pouvait, on prenait la projection, ça recassait 10 secondes après, ça faisait partie du film. C'était un petit peu l'happening dans le public. Alors, il y avait sur l'écran soit du noir, soit du blanc, soit quelquefois on donnait carte blanche aux projectionnistes qui faisaient des silhouettes avec leurs mains, etc. Et le spectateur devait comprendre que graffiti, c'était ça aussi. Et on était à Nantes, on projetait nos films pendant l'occupation d'une faculté, et la séance était régulièrement interrompue par les fachos qui déboulaient avec des barres de fer pour casser la gueule à tout le monde, confisquer la pellicule. Alors là, c'était des trotskistes qui étaient rompus à ce genre d'exercice. Quelqu'un prévenait, les fachos arrivent, alors les trotskistes mettaient leur casque de moto, prenaient leur gourdin et sortaient en découdre avec les fachos. Et puis lorsque les fachos avaient été mis en fuite, au bout de quelques minutes, les héros, nos sauveurs, regagnaient la salle, se faisaient chaudement féliciter, la projection reprenait son cours, était interrompue de nouveau 10 minutes après pour les mêmes raisons, et ainsi de suite. Tout ça a été très folklorique et très rigolo, et en tout cas très sympathique. Et puis c'est là-bas que pendant ce séjour agité à Nantes, que nous avons appris que ça commençait à vraiment barder à Paris, qu'il y avait quelques barricades qui avaient été dressées, quelques voitures qui avaient été brûlées. On est rentré d'Arodard parce que c'était là qu'il se passait quelque chose d'excitant. Et on est rentré juste à temps pour faire la prise de l'Odéon avec Jean-Jacques Level. Après mai 68, il y avait vraiment beaucoup de flics, beaucoup de CRS dans les rues de Paris, et ça m'a fait flipper. Je me sentais très très mal dans cet environnement-là. Et un jour, un copain allait passer un week-end à Bruxelles, me proposait de l'accompagner, j'y suis allé, et pour voir si les CRS y étaient, comme ils n'y étaient pas, j'y suis resté pendant plus de 5 ans. J'ai commencé très vite à utiliser les pseudonymes dès les années fanzineuses en 66 ou 7, parce que j'avais une production assez pléthorique, et les éditeurs de fanzine étaient réticents pour avoir dans un même numéro d'un fanzine
4, 5 ou 6 ou 7 ou 10 articles signés du même nom. Donc j'ai commencé à prendre des pseudos dans ce contexte-là. Et puis ensuite, c'est devenu un jeu aussi. D'abord, il y a plusieurs styles. Je trouve que la richesse, et c'est pour ça que l'emploi des pseudonymes chez Jean-Pierre Bouixou est extrêmement intéressante. Je ne crois pas, avec le recul, qu'il n'y ait là que parfois une volonté de se jouer de telle ou telle rédaction, obligation, direction de collection, etc. Il y a véritablement chez lui, sur 3 ou 4 décennies, d'abord la récurrence de certains pseudonymes, et je crois que la récurrence de ces pseudonymes ne doit rien au hasard, et que consciemment ou non, il a véritablement choisi d'adapter certains d'entre eux à certaines de ses activités, ou en tous les cas à certaines de ses expressions. Gloup, gloup, gloup. Lorsque j'étais pigiste dans un quotidien à Bordeaux, je faisais beaucoup d'articles sans intérêt. J'étais très très mal payé. J'étais payé 5 francs l'article, quelle que soit sa longueur. Alors, je faisais beaucoup de remises de Légion d'honneur, de défilés d'élégance automobile et des conneries du genre, où en général je m'abstenais d'aller, je passais un coup de fil pour savoir qui avait été là, et puis je faisais l'article comme ça. Là aussi, ça me permettait de travailler très très peu et d'avoir beaucoup de temps libre. Mais bon, je m'emmerdais un petit peu dans ce journal, et j'avais inventé un personnage, un être tout à fait fictif que je servais pratiquement tous les jours à toutes les sauces. Je me démerdais pour le citer dans un article ou l'autre. En général, dans la liste des personnalités présentes, il y avait toujours Georges Le Gloupier, qui, selon les jours, était député du Tarn, ou champion du monde de patin à roulettes, ou le musicien qui avait été décisif dans la formation de John Cage, ou le chorégraphe dont Béjart s'était inspiré, ou le philosophe qui avait écrit le livre fondateur, ainsi de suite. Alors pourquoi le Gloupier? Alors, pour une raison toute bête, j'avais lu quelques années avant une bande dessinée qui m'avait amusé, un truc en une planche, je ne sais plus du tout dans quoi, j'ai essayé de retrouver, je n'y suis jamais arrivé, qui était l'histoire de gens qui se réunissaient tous les ans au bord du lac du bois de Boulogne. Chacun d'eux avait passé son année à tailler un bloc de pierre pour en faire une sphère parfaite. Et puis lorsque le bloc de pierre était devenu sphérique, ils faisaient des trous dedans, et lors de leur réunion annuelle, ils jetaient tous, à tour de rôle, leur caillasse dans l'eau. Évidemment, le bloc de pierre coulait, mais à cause des trous, il y avait des bulles d'air qui remontaient à la surface en faisant gloup. Et donc, ces gens-là étaient des gloupiers. Et ils tenaient leur congrès annuel en balançant leur boule à l'eau, et le gloupier de l'année était celui dont la boule avait fait les plus beaux gloups. C'était d'une absurdité qui m'avait absolument ravi. Donc j'ai appelé mon personnage Georges Le Gloupier. Pourquoi Georges? Ça, je ne sais plus du tout. Gloup. Et puis ça amusait beaucoup de mes copains. Et Georges Le Gloupier s'est mis à apparaître à des génériques de films, dans des sommaires de revues. Il était cité pour des livres parfaitement imaginaires, bien sûr, dans de très sérieuses bibliographies, dans des discographies. Il s'est mis à exister d'une certaine manière. Et puis j'ai fait à Bruxelles une rencontre qui a été importante pour moi, et qui le reste, qui est celle de Noël Gaudin. Dans les années 68-69, se travaillait pour un
la seule revue de cinéma existant en Belgique, Amis du film et de la télé, et je me suis ingénié à saboter de plus en plus systématiquement mon rôle de cornichon critique. Et mon ami Jean-Pierre Bouixou et moi-même avons inventé à l'époque une quarantaine de cinéastes, dont Georges Le Gloupier, cinéaste expérimental totalement siphonné, se livrant à de délicieux attentats pâtissiers. Le Gloupier aurait entarté Robert Bresson, par exemple. Et puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire de vrais entartages ? Pourquoi ne pas faire exister Georges Le Gloupier ? Et pour sa plus grande malchance, Marguerite Duras passait à portée. Et c'est elle qui a reçu pour de bon la première tarte à la crème à la face. Et à partir de là, les vrais entartages ont pu commencer leur cours majestueux. Au début, nous goupillions à tour de rôle. Tantôt c'était Noël Gaudin, tantôt c'était moi, tantôt c'était des comparses. Et nous avions un déguisement de Georges Le Gloupier qui consistait pour l'essentiel en une paire de lunettes à monture extrêmement épaisse et en une fausse barbe. Et on mettait toujours des petits mots dans les tartes à la crème pour expliquer pourquoi on avait entarté. Et ces petits mots étaient toujours signés Georges Le Gloupier. Évidemment, nous trompettons des gloup, 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 mais nous tenons à expliquer chaque forfait en parfait alexandrin, en fait. Chaque fois, Sarkozy a eu droit à un retentissant « entartons, les cracks nauséabonds ». Et dans le cas de Bill Gates, c'était « entartons, le répugnant pognon ». Et il nous semble que tout est dit. On s'était, disons, partagé la tâche. Elle, lui, des tartes à la crème, à moi le porte-plume. Lorsque Georges Le Gloupier devait écrire, c'était moi qui lui tenais la main. Et j'ai publié comme ça l'Ode à la tante à pâtissier et quelques petits romans signés Le Gloupier. Et puis un jour, Noël Gaudin s'est fait prendre lorsqu'il a entarté Jean-Luc Godard à Cannes en 80, je ne sais plus combien. Et bon, là, il était mené manu militari au poste de police où on a demandé ses papiers. Et là, il a été rendu public que c'était Noël Gaudin qui entartait. Moi, j'avais pris non pas des distances avec les entartements, mais ça m'amusait moins que lui. Lui, ça continuait vraiment beaucoup le faire rire. L'entarteur à l'amende, le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui Noël Gaudin à 800 € d'amende pour avoir jeté une tarte à la crème au visage de Jean-Pierre Chevènement. Pour la justice, jeter une tarte à la crème au visage de quelqu'un constitue une violence volontaire avec préméditation. Noël Gaudin, le célèbre entarteur belge, a annoncé qu'il ferait appel. Jean-Pierre Chevènement, lui, a obtenu 1 € de dommages et intérêts. Jean-Pierre Chevènement, au micro d'Annabelle Grelier, explique qu'il a hésité avant d'aller en justice, mais il l'a fait par principe et parce que ça n'est pas agréable. J'ai beaucoup réfléchi parce que François Mitterrand, dans le temps, m'avait dit « Jean-Pierre, n'allez jamais en justice. Vous en sortirez couvert de boue, surtout si vous avez raison. » Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une atteinte à la démocratie. Alors, je considère que ces gens-là qui bâtissent leur notoriété à travers ce genre d'agression, et puis les médias qui en profitent pour discréditer les hommes politiques en portant atteinte à leur image, et donc au message qu'ils portent, ben, ça suffit. Donc, moi, j'y suis allé devant les tribunaux, contrairement à tous ceux qui se sont fait entarter avant moi. Et j'avais d'autant plus de raison d'y aller que j'étais candidat à la présidence de la République. Hein, vous croyez que c'est agréable, hein? Non, mais... Gloup, gloup, gloup. Entartons, les ministres bouffons. Maintenant, il y en a de moins en moins des films comme ça que j'ai pas vus, je commence à les connaître, mais ça me fait plaisir de voir que ces films-là, il y a des gens qui vont le voir.
Voilà pour les films existants de Jean-Pierre Wixou, c'est-à-dire qui ont une matérialité de pellicule, mais il y a aussi des films imaginaires de Jean-Pierre Wixou, des faux films, des films simulés, et ça me paraît faire partie au même titre de son œuvre, comme une initiative de cinéaste. Donc ce sont des films qu'il a imaginés, inventés de toutes pièces, avec Noël Gaudin, sous le nom collectif de Georges Le Gloupier. Alors on en connaît au moins deux titres. L'être imaginaire à une personne qui ne l'est pas, supposé dater de 1966, et puis Moi, rien que moi, toujours moi, 1970. Voilà, ce sont des films qui n'existent pas et que Jean-Pierre Wixou et Noël Gaudin ont inventé et ont, pratiqué de la désinformation, et ils sont absolument enchantés lorsqu'ils retrouvent mention de ces films dans des histoires du cinéma ou des encyclopédies, par exemple du cinéma érotique. Ça les fait exister, et pourquoi pas. Alors j'ai fait un autre film sans le faire, qui s'appelle Sortez vos culs de ma commode. C'est l'équivalent cinématographique des Ready-Mades de Marcel Duchamp et des dadaïstes. C'est-à-dire que c'est un film déjà fait, que je me suis approprié, que je projetais tel quel. Plus exactement, j'avais un copain qui avait été appelé sous les drapeaux, et qui avait eu accès à la cinémathèque de l'armée. Il y avait des films d'instruction militaire pour apprendre au bidas comment se comporter pour ratisser un quartier, pour ceci, pour cela. Et il avait piqué un de ces films, il avait piqué 2 de ces films qu'il nous avait donnés à Noël Gaudin et à moi. Et on a pris chacun un. On a simplement ajouté un générique complètement farfelu en changeant le titre et en citant des tas de gens pour des fonctions qui n'avaient évidemment pas tenu. Mais le film lui-même restait tel quel, c'est-à-dire c'était un film d'instruction militaire, sans qu'une seule image, sans que le moindre mot de la bande-son soit changé, et on balançait ça dans les salles. Et ce qui est rigolo, c'est que le film était passé au Festival Sigma, à Bordeaux, bien sûr, et qu'un monsieur, un critique très sérieux qui écrivait dans Combat était le grand journal de gauche de l'époque, avait fait un papier sur le mien en disant, sur celui que je m'étais attribué, en disant on peut être antimilitariste, mais il y a des limites. Ce film est vraiment une caricature grossière et grotesque, ce qui m'a vraiment enchanté, puisque les caricatures avaient été faites par l'armée elle-même. Et celui de Noël Gaudin s'appelait Les Cahiers du cinéma, et a priori les films devaient être projetés couplés, c'est-à-dire jamais l'un sans l'autre. Puis là aussi, il n'y avait pas de copie, c'était les originaux qui traînaient de projection en projection. Et un jour, les copies ont été perdues, ont été égarées, donc ces 2 films n'existent plus et sont retournés au néant d'où ils avaient été arrachés un certain temps. Elle s'appelait Cécile, elle était née à Tulle. Elle semblait débile et un peu ridicule dans sa robe en coton avec une fibule. Portant un chapeau rond du réticule. Plus laid qu'un sapajou, il était minuscule. Myope comme un hibou, têtu comme une mule, étayé par le rut, un jour de canicule. Elle a la droite au but qui lui son Jules. Par malheur, leur fanée, au lit elle était nulle. Quand il a lutinée, elle
c'est la bulle. Puis en se réveillant, elle criait Dudule. Que fais-tu, sacripant? Je sens que tu mens. Tourner un petit film de vitesse, petit peu léger, quoi, petit peu d'érotisme. Non, soyez pas effrayés, pas porno, sûrement pas, mais enfin, assez osé quand même, je crois qu'il en faut maintenant, hein. Très vite, on a collaboré. D'abord, je crois qu'il m'a donné un coup de main sur l'écriture du script des Raisins de la Mort, où il a fait le film comme assistant. Jean Rollin. Et puis, par la suite, quand on s'est trouvé coincé par l'arrivée des films X, et il n'y avait plus moyen de faire autre chose que ce genre de film, il n'y avait plus de salles. Toutes les petites salles qui sortaient des films de série B comme les miens s'étaient reconverties en salles X. Et on s'est trouvé dans une impasse. Moi, je n'ai jamais eu accès aux grands circuits et aux vedettes, etc. Donc, il n'y avait plus moyen de sortir des films fantastiques de série B comme j'en faisais. Donc, on s'est mis, pour survivre, à faire des films X, et Jean-Pierre, avec moi, est rentré là-dedans. Et on a fait d'ailleurs, avec un certain enthousiasme, il faut le dire, les premiers films X. Alors un jour, Jean me dit, voilà, on me demande un truc complètement dingue. Un producteur voudrait que je lui fasse un film porno en une journée. Ça me semble complètement aberrant. Commencer à tourner à 9 ou 10 heures le matin pour terminer à 6 ou 7 heures le soir. C'est quand même un petit peu du rail dans un décor unique, son direct, avec une caméra 16 mm tenue à l'épaule. Et moi, je lui poussais au cul pour qu'il accepte. Non, mais si, au contraire, c'est très excitant. Faut le faire. Et Jean m'a dit, bon, ok, j'accepte. On tourne tel jour. Rendez-vous dans le décor que ni l'un ni l'autre n'avait vu à telle heure. Et puis j'ai trouvé malin la nuit d'avant de faire la bringue, de passer la nuit blanche à beaucoup boire. Je suis arrivé sur le lieu de tournage à 9h du matin dans un état d'ébriété assez avancé, pas très net dans la tête. Et là j'ai eu une grande surprise. Jean me dit, écoute, je crois que ça t'émoustille beaucoup plus que moi. Je suis là, je suis sur le plateau, mais c'est toi qui fais le film, vas-y. Zou. On n'avait pas de scénario, rien, évidemment. Donc il s'agissait d'improviser totalement. Non, vraiment, t'es bâché le tout-bib, mon vieux, alors fous ta veste, hein. Alors faudrait savoir où je me mets. Quand tu te déshabilles pour baiser, tu te déshabilles pas comme ça, l'air bête, tu déshabilles d'abord ta bonne femme avec plein de gentillesse, tu lui fais des petites bises et tout, et puis après tu te fous à poil, mais déshabille d'abord. Non, parce qu'en plus il va falloir baiser. Ouais, ça on verra après, hein, pour le moment tu la déshabilles. Voilà, okay. Là, les bras m'en tombent alors là. Pour diriger un film tout en l'improvisant au fur et à mesure, il n'y avait pas 150 solutions, vu la rapidité du tournage. Le plus simple, c'était que je fasse tout ça devant la caméra, que je sois assez omniprésent dans le champ, dans le cadre, et que je dirige pour de bon le film à l'image, qu'on me voit sans cesse en train de diriger les comédiens. Et par là même, j'ai hérité du rôle principal de mon propre film. Ce qui est bien et pas bien, c'est bien parce que c'est très rigolo. Ce qui est pas bien, c'est que je ne me trouve pas du tout bon comédien. Et que ça serait mieux passé si ça avait été un vrai comédien qui aurait fait semblant. Si jamais ma maman fait ça, je vais avoir des histoires. Voir les films de cul, ta maman. Oh, ça, je vous interdis de dire un truc comme ça. Non, ça, c'est... Non, main vers là. Tu te frottes. Frotte, oui, comme ça. Hein, vous caressez bien, vous embrassez, vous frottez, caressez-vous. Je veux des mains qui s'égarent, moi. Voilà. Les fesses vers la caméra, quelqu'un un petit peu. Voilà. Oui. Pendant la pause déjeuner,
une des comédiennes qui était une très jeune fille, dont c'était le premier film, et je crois que c'était à peu près le seul d'ailleurs. On parlait de ce qui chacun nous excitait le plus, et elle dit, moi j'ai un fantasme, un truc que j'ai jamais fait, j'adorerais qu'on me voie pisser. Je lui dis, écoute, c'est formidable, tu vas assouvir ton fantasme, on va le faire. Elle me dit, j'oserais jamais, je pourrais pas, il faudrait que je sois vraiment très 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 excité. Et qu'est-ce que c'est qui te met le plus dans un état d'excitation? C'est quand je me branle. Très bien, tu vas commencer par te branler, puis ensuite tu pisseras. Ce qui fut fait, elle se masturbe en direct, et elle aime vraiment ça, et elle prend vraiment son pied, et je trouve qu'il se passe là quelque chose d'assez magique, parce qu'on voit qu'elle ne fait pas semblant, qu'on voit qu'elle jouit réellement, et je trouve ça très émouvant. Et une fois qu'elle a joui, c'est elle qui donne le signal et qui dit on peut tourner. Voilà, elle va le dire. Voilà. Et je lui fais passer un verre. Alors, elle est très intimidée. Elle met le verre en position. Et comme elle est intimidée, elle a du mal à faire pipi. Un petit peu. Attendez, parce que je suis pas prête. C'est un plan qui est assez fort parce qu'on voit une dame en gros plan qui urine dans un verre et ça relève presque d'un genre à part, d'un sous-genre. Il y a des films consacrés à cette perversion, mais en général dans les films porno normaux de série, on voit pas des gens qui pissent, on voit des gens qui copulent. Et là je suis très content d'avoir pu filmer cette scène-là, qui précisément fait entrer un peu de perversion très gentille par ailleurs et très mignonne dans le cadre plus traditionnel de la pornographie. Puis là, c'est quelqu'un qui ne joue pas, effectivement, qui ne fait pas semblant. On capte un vrai moment de la sexualité, de la sensualité, du plaisir de quelqu'un. Et ça c'est une chose qui me touche personnellement. Oui, Amour collectif, c'est un film important aussi parce que, au contraire des films pornographiques qui sont pour la plupart d'entre eux fondés sur des fantasmes masculins, là, il y a une sorte de désir d'hommage au plaisir féminin. Et je pense qu'une des séquences qui émeut le plus les spectateurs aujourd'hui, c'est celle qui montre une jeune fille en train de se masturber et de ressentir un vrai plaisir, un plaisir non simulé, ce qui est une des ambitions esthétiques majeures de tout le cinéma, je dirais, pas que du cinéma pornographique, mais du cinéma d'auteur en général. Donc montrer la jouissance, montrer une femme qui jouit, enfin voilà, c'est un fantasme masculin en général, mais disons que c'est une ambition esthétique très répandue. Enfin, je pense à quelqu'un comme Bergman par exemple, hein, mais d'une certaine façon Godard aussi, et puis beaucoup d'autres. J'en ai marre, tu sais. Je peux pas réciter ma prière d'Esther, j'étais venue pour ça. Bon, d'accord, tu la récites, tu te mets debout là-bas, près de la plante. C'est vrai ? Oui. Alors Katia, tu remplaces Rachel et tu suces Jean-Louis. Bien face à la caméra, hein, tu le suces. Toi, tu prends une pose très comédie française. Et surtout, tu mets le ton, hein. Vas-y. Non, toi, tu mets pas le ton pour sucer, tu continues à sucer normalement. Oh, mon souverain, roi.
Me voici donc. On fera mal. Attends, donc tu recommences, tu écartes tes cuisses et tu te branles. Ce sera beaucoup mieux. Oui, il faut démystifier un petit peu le classique. Hein. Je recommence? Oui, mais branle-toi. Prêt. Non, pas non. Oh, mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. Je fais baiser des gens devant une caméra. C'est pas innocent, c'est pas aussi insignifiant que leur demander de boire un verre ou de manger un sandwich. Je leur demande de s'investir dans quelque chose. Il faut être un petit peu cohérent. Et en étant cohérent, en étant honnête, il faut que j'aille moi également au bout de cette démarche. Je dois être capable, impérativement, de tourner moi-même une des séquences que je leur demande de tourner. Donc je me suis attribué une scène pornographique. Et au moment de tourner cette scène pornographique, de tourner moi-même cette scène pornographique, il s'est passé un truc tout bête, c'est que j'aimais plus bander. Parce que c'est pas évident d'avoir une réaction sur commande avec des gens qui sont autour, qui regardent, qui en plus avaient tendance à se fendre la gueule quand même, et à trouver ça très insolite que le réalisateur se mêle de la partie. Et je n'ai j'ai pas réussi. Et ça se termine d'une manière qui me met toujours très mal à l'aise quand je revois le film aujourd'hui. Je suis mal à l'aise d'abord parce que, ça me mal à l'aise aujourd'hui, d'abord parce que je m'efforce bêtement et hypocritement, et j'ai eu tort, de cacher que je ne bande pas, au lieu de jouer là-dessus, au lieu de le dire, au lieu de le faire remarquer, en disant c'est pas si facile que ça votre boulot, moi je bande pas. Là j'ai essayé de donner le change en espérant que j'allais finir par bander, et non, ça n'a pas marché. Je trouve qu'il y a dans toute cette séquence quelque chose de non naturel, qui a une gêne qui est palpable. En tout cas, c'est une séquence que je trouve déplaisante. Et ce que je trouve déplaisante, c'est ça, c'est la fin de la scène. Je fais appel à un comédien en lui disant tiens, viens. Et au lieu de lui dire moi je me vendais, je lui dis je rejette la faute, entre guillemets, sur la malheureuse comédienne en disant à mon acolyte qu'elle n'est pas terrible. Et bon là je trouve que j'ai eu un réflexe complètement fallo, macho, alors que je m'efforçais de faire un film qui tâchait de sortir de l'ordinaire du cinéma pornographique en n'étant pas fallo, en n'étant pas macho, et là c'est moi qui suis tombé dedans à pieds joints. Ce qui était intéressant dans ce film, c'était de faire en même temps un film porno qui remplit son cahier des charges, sans jeu de mots. C'est-à-dire que les gens en avaient pour leur pognon, ils avaient leur content de pénétration et d'actes sexuels divers. C'est un film qui ne triche pas avec ça, qui joue complètement le jeu, qui ne crache pas sur le genre dont il relève, mais en même temps, le film contient son propre making-of, montre ses propres coulisses, montre son propre fonctionnement, et contient la critique du système dont il relève. C'est une mise en abysse et en abîme que je trouvais intéressante. C'est une
la petite orpheline doit faire la cuisine. Cher enfant, c'est l'avant, sans compter le ménage et tous, le raccommodage, le raccommodage, le raccommodage. La peine attend, et si ses beaux yeux brillent, c'est le découragement, car Agnès, aux détresses, a besoin de caresses, et déteste la rudesse. Ces deux fesses de princesse sont faites pour l'ivresse, le plaisir, l'avarice, l'avarice, Et puis, quelque temps après, il m'a proposé un truc. Il m'a dit, voilà, on me demande de faire 2 films en 3 jours. 2 films porno. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en fasse chacun un Tu seras mon assistant pendant le mien, je serai ton assistant pendant le tien, et on aura 1 jour et demi chacun pour faire notre film. Alors, j'ai évidemment accepté. Et puis, manque de peau, il y a eu des problèmes de caméra pendant le tournage du film de Jean. La caméra bourrée, il a fallu recommencer certaines scènes. Bref, le tournage de son film a pris les 2 premiers jours complets. Il ne restait plus qu'une journée pour faire le mien, donc j'ai dû refaire un film en une seule journée. Et donc le 2e film a été fait également en une journée. C'était un petit peu plus sportif dans la mesure où cette fois-là, il y avait quand même un semblant de scénario, quelques scènes dites de comédie à tourner. C'était a priori, j'avais placé la barre un petit peu plus haut. C'était plus difficile à mener à bien en aussi peu de temps qu'un film complètement improvisé. Pour le centre du cinéma, il s'agit de 2 courts-métrages, Entrez vite et Vite je mouille. Je précise que le titre n'est pas de moi, mais a été imposé par un producteur, distributeur plaisantin. Mais surtout, j'avais envie, par exemple, de faire un film où il n'y ait pas une seule fellation. Et lorsque j'ai annoncé ça à notre bailleur de fonds, il a poussé des cris abominables en disant « Vous êtes complètement fou, la pipe, c'est ce qui marche mieux, c'est ce qui plaît mieux aux spectateurs. Sur 1h20 de film, il faut 1h07 de pipe, obligatoire. » Et puis je voulais filmer des minettes. Il m'a dit « Ah non, ça plaît pas du tout à mon public. Je trouve ça dégoûtant. Non, pas de minettes. » Bon, j'en ai quand même mis quelques-unes. J'ai mis un petit peu moins de pipes qui ne le voulaient. Mais j'ai eu droit à des discussions de marchands de tapis avec lui sur la longueur des pipes et des minettes. C'était absolument abominable. Quelques plans que je voulais tourner, que je n'ai pas pu tourner. Je voulais par exemple qu'une dame se masturbe avec un crucifix. Ça a été
absolument hors de question. J'ai tout juste pu obtenir qu'elle esquisse un signe de croix après s'être masturbée avec un bon vieux vibromasseur. Enfin, ce monsieur m'a emmerdé comme il n'est pas possible, et même au montage, il trouvait que je prenais trop de temps pour monter. Je voulais soigner au moins ça, au moins le montage du film. Et lui me disait, mais non, faut bâcler. Vous savez, moi, les films que je produis, ça passe dans des salles qui sont fréquentées par des travailleurs immigrés qui en ont rien à foutre, que ce soit bien monté. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir des pipes, faites un bout à bout, vous emmerdez pas. Alors, comme je m'emmerdais quand même pour monter, il finit par se fâcher, il finissait par trouver ça très 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 louche. Et je montais dans sa cave, il y avait une table de montage, et pour peaufiner mon montage, j'attendais, alors je partais en même temps que lui, et puis j'attendais qu'il ait tourné au coin de la rue, je revenais en douce, heureusement j'avais une clé, repasser lui dans la salle de montage pour continuer de monter mon film. Cette fois, c'en est trop, je vous préviens. Je vais devoir me fâcher. C'est moi qui vais me fâcher, là. J'en ai assez de votre petit bonjour hypocrite. À toi et à ta femme. Vous êtes triste. Je m'ennuyais avec vous. C'est pour ça que j'étais devenu gaga. Maintenant c'est fini, je veux rigoler, moi. Profiter de la vie, ne pas rester un vieux croûtant. Mon usine, je la donne aux ouvriers. Les usines aux ouvriers craignent de Nord. Ils ne feront plus d'objets vieux, mais du poil arraché. Et les immeubles, je les vends. Et je vais claquer l'argent à Tahiti avec Nicole. Je suis amoureux d'elle. Je ne veux plus la quitter. Et vive l'amour, sacrebleu! Ah, moi aussi, je suis amoureux de grand-père. Alors, j'ai quand même réussi quelques petits détournements, disons, de façon quasi situationniste. C'est-à-dire que certaines scènes pornographiques, par exemple, sont traitées en très gros plan et montées avec musique adéquate, musique originale, sont montées à la façon des documentaires soviétiques qui relevaient du cinéma le plus stalinien, lorsqu'on filmait des odes à la machine et à l'industrie. Simplement, j'ai remplacé le jeu des bielles, des pistons par le jeu des sexes qui s'imbriquent, mais c'est monté de la même manière, sur le même rythme, avec le même cadrage. Et ça, ce monsieur n'a heureusement vu que du feu. Il y a des intertitres façon cinéma muet, il n'est pas vraiment pour, mais enfin, j'ai quand même pu les monter. Je me suis dit, merde, si c'est comme ça, et la tendance était que ça devienne de plus en plus comme ça, de façon généralisée, s'il s'agit simplement de filmer des turlutes à la queue leu pour les monter n'importe comment, et que les films n'ont pas de propos, ça ne m'intéresse pas réellement, donc j'arrête d'en faire. Préférais ne plus tourner que tourner des andouilleries à la commande et à la chaîne. C'est une suite d'appel maintenant, et si ce beaux yeux brillent, c'est le plaisir maintenant, c'est ainsi que finit d'Agnès l'odieux mardi, maintenant elle fleurit. Cupidon, disons, a mis fin à ses rêves.
travaillé à part Jean Rollin, dont j'étais l'assistant, le comédien, le co-scénariste, sur un nombre assez important de films. Alors j'ai bossé sur des productions extrêmement commerciales de série Z pour une maison de production folklorique qui s'appelle Eurociné, qui produisait des films à très petit budget pour des marchés mystérieux. Il y a des films qu'ils ont produits pour le marché africain. Alors, je ne sais pas quels étaient les pays qui achetaient ça au rabais, mais c'était vraiment produit dans des conditions calamiteuses. Et puis j'ai bossé aussi pour la même maison de production sur un film qui s'appelait Train spécial pour Hitler. C'est un jeune réalisateur, Alain Payet, qui ensuite s'est spécialisé en cinéma porno, qui avait hérité de ce tournage qui, pour Eurociné, était un retournage. Il y avait un train qui avait été loué. Et puis quand il manquait un figurant, c'était moi qui m'y collais. Si bien que je dois faire à peu près une quinzaine ou une vingtaine de silhouettes différentes dans le film. Et par l'artifice du montage, il se passe un truc assez fabuleux, je trouve. On voit un soldat américain, un soldat nazi, un vilain nazi, qui vise avec son flingue, qui met en joue quelque chose, c'est moi. Et puis il y a le contre-champ, où l'on voit ce qu'il visait, c'est un soldat américain qui tombe, qui est blessé. C'est moi aussi. Et là, il y a un type de la Croix-Rouge qui se précipite au secours du soldat blessé, et c'est moi également. C'est quand même génial. Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha. Le cinéma fantastique, le cinéma érotique formait pratiquement un tout dans ces années-là, c'est-à-dire vers le mi-temps des années 60. D'abord parce que c'était dans les mêmes salles qu'on voyait les films d'horreur et les films de fesses. C'était dans le même circuit qu'ils étaient distribués, c'était les mêmes salles qui les programmaient. À Paris, c'était notamment le Midi-Minuit qui avait donné son nom à la revue de l'Osfeld, le Midi-Minuit fantastique. C'était plus ou moins le même public. Il me semblait difficile de s'intéresser à Terence Fisher sans s'intéresser aussi à José Benazeraf, de la même manière qu'il me semblait difficile d'aimer lire Bram Stoker sans aimer lire Histoire d'eau. Ce sont deux univers très proches. D'une certaine manière, on peut considérer d'ailleurs la littérature érotique comme... c'est pas moi qui viens de découvrir ça, c'est une vieille tarte à la crème. La littérature érotique n'est-elle pas la version adulte du conte de fées? On raconte tellement de choses erronées sur notre compte. Tenez, par exemple, on prétend que les victimes des vampires deviennent toutes vampires à leur tour. N'en croyez rien. Ce n'est qu'une superstition. Où irions-nous, bon sang, si tous les gens que nous mordons rejoignaient nos rangs? Nous finirions par devoir nous sucer mutuellement le sang entre vampires. Ce serait fâcheux. Il y a eu une époque où je travaillais pour une petite maison d'édition qui sortait toute une brochette de petits magazines de cul, et ils avaient eu l'idée de faire un magazine sur le cinéma érotique, ou plus exactement sur l'érotisme au cinéma. Et comme j'avais beaucoup d'archives photos, ils avaient fait appel à moi, j'y collaborais, j'étais copain avec les gens qui s'occupaient de ça. On était une petite équipe de 4 personnes pour faire ce magazine, et puis qui a fini par être interdit. Et ces éditeurs-là m'ont dit un jour, me dit donc, t'as plein de trucs chez toi. Il se fait que je m'intéresse depuis à peu près toujours à l'érotisme à la belle époque de façon générale,
et à l'érotisme de la Belle Époque de façon plus particulière. Donc j'avais surtout beaucoup de documents d'archives, des tas de photos, des tas de livres, des tas de magazines, de documents divers. C'est un domaine que je connaissais bien la littérature fin de siècle, je connaissais bien le cinéma muet, je connaissais bien l'histoire du musical de cette époque, ainsi de suite. Et ils m'ont dit, on a une idée formidable, toutes ces photos sont libres de droit, on va faire un magazine qui ne va rien nous coûter, avec la collection. Et donc j'ai fait ce magazine pour eux, qui s'appelait Fascination. Tu es ainsi parce que ta passion est de lire trop de mauvais magazines. Telle fascination qui donne un frisson bien plus polisson que tu n'imagines. Et pour un budget absolument ridicule ou qu'un journaliste sérieux n'aurait accepté, parce que je n'avais pas de quoi acheter de documents exprès, je n'avais pas de quoi payer de pigistes, c'était fait sans pognon. La seule censure qu'il pouvait avoir était d'ordre économique, puisque pour autant que je sache, c'était très mal payé, ça ne lui rapportait pas de quoi vivre. Donc ça, c'est une censure. Quand vous faites quelque chose, c'est que ça ne vous permet pas de vivre bien, correctement ou bien, c'est la première des censures, qui est la plus grave peut-être. Mais Jean-Pierre passait au-dessus de ça, parce qu'il était riche par ailleurs dans d'autres domaines de possibilités. Et comme il fallait que ça ait une apparence de sérieux, il y avait un comité de rédaction mentionné dans l'Ours, et alors j'étais rédacteur en chef sous mon nom, et puis le comité de rédaction, c'était une suite de pseudonymes à moi. J'étais un comité de rédaction à moi tout seul. Et je dois dire que ça fait partie des choses que j'ai faites dans ma vie, dont je suis plutôt content. C'était une bonne revue. Et oui, j'ai parlé de tas d'écrivains passionnants dont plus personne ne parlait depuis longtemps. Oui, j'ai parlé de films qui étaient oubliés. Oui, j'ai parlé de peintres complètement méconnus. Ouais, je crois que j'ai fait du bon boulot. En tout cas, ça a été payé très abondamment ensuite dans des tas de publications apparemment beaucoup plus sérieuses. Moi, je le trouvais épanoui, parce que j'avais entendu Jean-Pierre pendant des années me parler de tous ces sujets, de toutes ces thématiques, mais il n'en sortait pratiquement rien. Et là, d'un seul coup, il pouvait le mettre sur le papier et le faire partager à d'autres. Et c'était... Il n'y avait pas de revue comme ça, multigenre, qui en plus se foutait complètement des acquis, des genres, des styles. Il suffisait que ce soit quelque chose qui fasse penser, il suffisait qu'elle soit quelque chose qui fasse jouir, et Jean-Pierre sautait dessus et en parlait et le faisait partager avec toujours, ce que je vous ai dit au début, ce souci pour Bouitsou d'aller le plus loin possible jusqu'à chercher et trouver tous les détails à partir d'un thème dans tous les pays, dans tous les genres, dans tous les systèmes, pour raccrocher les choses les unes aux autres et que ça devienne, au bout du compte, une conception du monde. Mais pas de façon prétentieuse, toujours de façon ludique. La seule prétention qu'on pourrait nous porter, mais elle est un peu involontaire, c'était de dire merde au pouvoir établi et à tout ce qui pouvait être académique. Bon, mais est-ce que c'est une prétention? Ça, je ne crois pas.
Et c'est vrai que dans ses activités éditoriales, il a, à partir de 1974, dirigé avec le romancier Jean-Patrick Manchette, autre figure de proue, sensible d'ailleurs à pareille époque à la critique radicale situationniste, une collection de romans de science-fiction chez Hachette qui s'appelait Futurama, collection concurrente de celle que les éditions Champs Libres avaient lancée qui s'appelait Chute Libre. Et ensuite, Raoul Vaneigem a branché Bouixou sur une collection que Jean-Claude H s'apprêtait à lancer aux éditions de la Brigandine. Il y a eu 2 collections jumelles, hein, Brigandine et Bébé Noir, qui étaient des collections de romans érotiques relativement bon marché, qui étaient d'ailleurs absolument tous écrits sous pseudonyme. Vaneigem en a lui-même signé 2, un certain nombre d'écrivains, de romanciers d'ailleurs ont signé d'autres, et Jean-Pierre Bouixou d'ailleurs possède le record puisqu'il en a signé 12 sous un certain nombre de pseudonymes, Georges Le Gloupier, Claude Razat, Jérôme Fandor, bon, et qui sont des romans qui mêlent à la fois l'érotisme, le fantastique, de façon extrêmement singulière, et qui sont devenus d'ailleurs aujourd'hui cultes. Tout ça a été très, très calibré, très programmé. C'était un nombre de pages. Il fallait faire des tapuscrits de 182 feuillets, très exactement, tout à fait calibré, avec un pourcentage de scènes de fesses. Alors au début, il fallait, je ne sais plus, mettons 10 ou 15% de scènes de cul, avec surtout aucun mot obscène, aucun mot grossier. Vous pouvez parler du membre turgescent, mais pas d'habite. Et puis au fur et à mesure que la collection a vécu sa vie, a assez bien marché d'ailleurs, et n'avait pas trop eu d'ennuis. Enfin, elle en a eu quand même, elle a même été interdite, mais elle a changé de nom, elle a pu reparaître. Bref, ça s'est enhardi, et finalement, certains des bouquins pouvaient n'être qu'une succession de scènes de cul extrêmement crues. Ce qui était intéressant dans cette collection, c'était la liberté dont on bénéficiait, et dans ces petits romans érotiques, écrits très vite, on pouvait faire passer un certain nombre d'idées, en fait toutes les idées qu'on voulait. On pouvait faire on pouvait faire des brûlots, des choses extrêmement subversives. Et personnellement, je ne m'en suis pas privé. Donc c'est véritablement, effectivement, à l'époque, encore une fois, la possibilité, j'allais dire, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire d'abord de trouver une activité économique, comme disait Vaneigem, de survie, hein, pour assurer son existence, et en même temps, justement, de s'installer dans des canaux de diffusion, comme pouvait l'être le cinéma pornographique dont on parlait tout à l'heure, qui, en tous les cas, potentiellement, s'adresse au plus grand nombre. Et donc, à l'intérieur de ces circuits, d'essayer d'offrir quelque chose de différent dans la forme et aussi dans le fond, car une fois de plus, à l'instar de ces articles ou de ces films, les romans de Jean-Pierre Bouixou, évidemment, sont relativement riches en idées radicales. Certains attaquent la religion directement, il y en a même un où, dont le personnage principal, parfaitement mécréant, parfaitement athée, s'aperçoit un jour que Dieu existe, c'est lui. Et je crois vraiment que c'est le livre le plus
le plus anticlérical et le plus anti-religieux en tout cas que j'ai personnellement commis. Alors, lorsque le héros de mon petit roman qui s'appelle L'odieux tout-puissant se rend compte, apprend qu'il est Dieu, le Fils, parce que c'est son père. Un jour, il rencontre un vieux bonhomme qui lui dit, tu es mon fils. Tu as déjà eu un frère il y a très longtemps, qui est mort à 33 ans, mais c'était un con. Moi maintenant, j'en ai marre, je prends ma retraite, je passe ta main. Voilà, je suis Dieu, tu vas devenir Dieu à ma place. Et ce brave garçon expérimente son pouvoir en faisant diverses petites facéties, juste pour tester, pour voir. Alors il transporte d'abord la tour Eiffel au sommet du Mont Blanc, puis Paris tout entier au bord du lac Titicaca, puis pendant une allocution du président de la République, il lui fait pousser une bite à la place du nez. Et là, le président de la République, qui s'appelle Edmond Cusset du Poulet, c'est évidemment Valéry Giscard d'Estaing, de surprise, se met à hurler et se mord les couilles en voulant hurler. Enfin, des petites choses dans ce genre-là, tout à fait aimable. Et puis à la fin du livre, comme le héros, Dieu, trouve l'humanité décidément trop conne, il décide que ce sera la fin du monde. En quelque sorte, j'ai l'impression aujourd'hui que Jean-Pierre Wixou, il a vécu et créé comme si la révolution que tout le monde voulait faire quand il avait 20 ans, donc il avait, comme il l'écrit dans sa biographie, 20 ans en 1966, comme si la révolution avait eu lieu. Et il a vécu comme ça toute sa vie. Et c'est du coup une sorte d'utopie incarnée, qui donne beaucoup de force aux gens qui le rencontrent et à son œuvre elle-même, bien sûr. Et alors, c'est quoi cette force? Pour le dire très vite, c'est la force du plaisir. C'est la force de la libido absolument inextinguible et heureuse d'elle-même. Il y a qu'un petit truc que je regrette, c'est que lors du mixage, on m'a forcé la main et pour la seule fois dans le film, les râles de plaisir de la fille ont été ajoutés. Ce ne sont pas ses vrais gémissements à elle. Et ça, je trouve que c'est dommage, même si ça donne un côté presque un petit peu onirique à la chose, parce qu'elle a vraiment le plaisir très démonstratif. Mais j'aurais préféré que ça soit ces vraies réactions qu'on entend et rien d'autre. L'on fait hélas un petit peu trop. Mais je trouve ça assez chouette que ça se termine par cette enculade en apothéose, comme le moment de grâce d'une cérémonie initiatique. Je trouve ça esthétiquement assez chouette. Voilà.
C'était Jean-Pierre Bouixou, de la pisse dans le bénitier. Par Yves-Marie Mahé. Avec Laurent Cholet, Philippe Bordier, Nicole Brenez, Noël Gaudin et Jean Rollin. Avec des extraits des films Satan bouche un coin, Graffiti, Amour collective, Entrez vite, vite je mouille et L'étrange festival. Avec un extrait de la pièce radiophonique Bloody Mary, 2003, et 2 morceaux du groupe Consternation avec Jean-Pierre Bouixou. Jean-Pierre Bouixou a aussi réalisé 2 documentaires, L'étrange festival en 2001 pour Arte et Les Vampes fantastiques en 2003 pour Ciné Cinéma. L'aventure hippie, coécrit avec Pierre Delannoy en 1992, vient d'être réédité en 10-18. Il a aussi coécrit à propos de Pierre Moulinier en 1999 et publié un texte dans Jeune, dur et pur, une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental, en France édité en 2001. Jean Rollin vient de publier Jean-Pierre Bouixou contre la femme au masque rouge aux éditions ABC. Prise de son, Pierre Garrigue, Alexandre James. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Thomas Duterre.